tout le monde. Je suis très heureux de présenter deux éminents intervenants du monde de la politique de l'innovation. Tout d'abord, notre ministre de l'innovation, Ludwig Baines, et l'ancien ministre détenteur de ce portefeuille, John Manley. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à un grand nombre de défis en matière d'innovation, et donc notre table ronde doit parler d'un aspect en particulier, un aspect important, sans en exclure d'autres, celui du rôle du gouvernement et notamment les politiques et les instruments de politique qui sont mis en avant pour promouvoir l'innovation et également pour poursuivre la promotion de la croissance économique. J'ai donc le plaisir de présenter Monsieur le ministre Baines et de présenter John Manley pour une conversation qui ont eu un entretien. Il va y avoir un entretien à deux et puis des questions après cet entretien à deux. Nous attendons que le micro du ministre et de John Manley soit mis en fonctionnement. J'ai une question à vous poser. Ce matin, nous avons déjà débattu de ce sujet ardu. Lorsque j'étais à la Chambre des communes, on ne nous autorisait pas à porter un couvre-chef. Alors, qu'est-ce qui a changé? Bien, nous sommes en 2016, comme le dirait le Premier ministre. Et moi, j'ai un certain nombre de blagues concernant les turbans qui me permettent de me sortir de situations délicates. Mais je voudrais également, par la même occasion, transmettre le message du gouvernement. Lorsque le discours du trône était prononcé, je portais un message aux couleurs flamboyantes parce que c'était les voies ensoleillées que je voulais montrer. Et donc le directeur de la communication est très, très content quand je fais ça. Et la semaine dernière, j'avais un turban vert lorsque nous avons parlé écologie et que nous avons tarifé le carbone. C'est vrai, j'ai tout un arc-en-ciel de turban qui vise à appuyer le message du gouvernement. Donc vous en servez comme pigeon voyageur pour lancer vos messages. Est-ce que vous avez pensé à utiliser également des SMS ou du texte même? Voici une chose qui est de plus en plus répandue. Voilà, malheureusement illisible. Canada recommence à innover, pense-t-on? Pas très visible. Voilà, donc il faut que nos messages passent et parlons d'innovation. Alors si je m'étais acquitté de ma fonction il y a 25 ans, nous n'en parlions pas encore. Oh non, non, ne soyez pas si dur envers vous-même. Je pense que vous continuez d'être très bien considéré aussi à l'Institut Sidney Howe. Ils ont même des salles qui portent votre nom. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est les salles de John. Bien, donc je ne vous suivrai pas. Donc, non, le travail que nous accomplissons a quand même une base, une fondation, un ancrage important que nous vous devons. Et je voudrais vous rendre hommage à ce propos-là. Merci, merci, merci. Vous heurtez ma modestie. Bien. Pour l'instant, il y a différentes ramifications à l'agenda de consultation. Alors, est-ce que vous êtes sur le point de dire que 2 ou 3 de nos priorités peuvent être dégagées? Oui, c'est vrai que lorsque nous avons commencé, nous savions que le gouvernement n'avait pas le monopole des bonnes idées, qu'il nous faut véritablement obtenir la participation, la mobilisation des Canadiens. Parce que si l'on veut vraiment que les gens se mobilisent, ils deviennent les ambassadeurs, les catalyseurs aussi de ce processus. Et c'est sur quoi nous voulons insister. Alors lorsque ce sont des gens qui viennent innover de leur propre initiative, eh bien, cela nous permet de créer un cadre, le cadre des 6 thèmes dont vous avez parlé. Mais à mesure que le dialogue s'est poursuivi au cours des derniers mois, il y a 3 thèmes qui se sont distingués, qui sont ressortis. Alors, chaque fois que je parle avec des milieux gouvernementaux ou d'entreprises, il y a une question qui ne manque jamais d'émerger. S'agissant de l'agenda économique, du pays et de l'innovation, c'est la notion de talent. Alors ça, c'est l'ingrédient clé.
Et c'est une chose qui est véritablement remontée à la surface. Si l'on veut véritablement que notre agenda d'innovation et de croissance réussisse, si l'on veut avoir des emplois de bonne qualité, il faut surtout cultiver le talent et nous pourrons y revenir. Il y a un autre secteur qui est souvent évoqué, c'est le souhait du gouvernement de coopérer avec le secteur privé sur les technologies émergentes, parce que c'est vrai que ces nouvelles technologies ont pour effet de perturber différents secteurs industriels, et cela à l'échelle de toute l'économie. Et donc, quel rôle peut jouer le gouvernement pour essayer de stimuler ces technologies émergentes tout en atténuant les effets perturbateurs. Donc, être en collaboration avec les spécialistes de la technologie pour qu'elles s'épanouissent. Et troisième thème qui a été évoqué, c'est la façon dont nous devons investir dans les entreprises et dans quelles entreprises. Voilà, et c'est cela la question qui se pose de manière générale au Canada. Est-ce que nous savons lancer des entreprises? Oui. Mais malheureusement, nous ne savons pas sélectionner les entreprises à forte croissance et ensuite à les mettre à l'échelle. Donc nous voulons aider ces entreprises à démarrer et à être mises à échelle. Voilà les trois thèmes qui se sont apparus. Donc faire s'épanouir les talents, les attirer, les retenir, rester des leaders mondiaux dans les technologies clés et également, lorsqu'on a une bonne idée et que l'on veut la mettre à échelle, quel rôle peuvent jouer les instances publiques dans ce domaine-là? C'était les trois thèmes évoqués. Eh bien, ce matin, Tom Jenkins nous a dit essentiellement ceci. L'invention, c'est transformer l'argent en idées. L'innovation, c'est transformer les idées en argent. Eh bien, ce à quoi nous avons excellé au Canada et certains des programmes qui ont été mis en place lorsque j'y étais, comme les chaises de recherche au Canada, les conseils subventionnaires, tout ce qui a été fait pendant le gouvernement chrétien ont beaucoup fait pour favoriser cette phase d'invention. On a investi dans la R&D, on avait eu un rendement important des investissements en R&D par l'entremise des milieux universitaires et collégiaux, ainsi que les laboratoires canadiens. On se situait au 9e place sur 33. C'est une source de fierté. Le secteur privé se situe au 22e rang sur 33 pays de l'OCDE. Alors, comment régler ce problème? Quels sont les outils dont vous disposez pour pouvoir essayer de régler ce problème? Bon, voilà le grand problème. Il y a plusieurs façons d'évaluer l'innovation, mais on l'évalue surtout en évaluant la R&D. Bon, il ne faut pas simplement se fonder sur la recherche fondamentale, mais sur sa commercialisation. Comment trouver une solution qui soit viable, qui puisse générer de la richesse et faire croître les entreprises. Nous songeons à plusieurs programmes. Vous et moi en avons parlé au Forum économique mondial, les approvisionnements. Bon, il s'agit ici, par les approvisionnements publics, de favoriser l'essor des entreprises. C'est un outil important qui peut être aussi conforme à nos obligations en matière commerciale. Il ne s'agit pas de favoriser un programme d'achat au Canada, mais d'aider les entreprises à prendre de l'essor. Il y a aussi une stratégie de groupe auquel nous songeons. Nous sommes très clairs. Nous voulons éviter l'approche du beurre d'arachide, à savoir que nous voulons être très stratégiques et identifier 2 à 5 groupes au Canada qui peuvent être des centres d'excellence mondiale, des centres mondiaux. Bon, ça permettrait de travailler avec les milieux universitaires, les fournisseurs, avec divers groupes technologiques pour voir comment investir et créer le milieu nécessaire. Nous avons prévu 8 millions de dollars pour la mise en œuvre de cette stratégie, mais il s'agit aussi de voir comment insérer cela dans l'approche pan-canadienne. Nous investissons 120 millions de dollars en infrastructure. Comment établir un lien entre cette stratégie et les groupes? Le maire de Toronto parle du corridor Ottawa-Waterloo.
Bon, il faut, comme je vous l'ai dit, mettre l'accent sur les approvisionnements, mais on va aussi construire des navires et acquérir des avions. Il y a un programme d'avantages économiques. Comment établir un lien avec ces groupes? Bon, il s'agit de miser sur une approche gouvernementale. Si on a des idées, il faut évidemment penser local, mais viser l'international. Donc, créer des programmes, un ancrage auprès du secteur privé, et cela change les mentalités. Ça permet des investissements en R&D. Pas seulement en R&D, mais dans la commercialisation des idées également. Tom, ce matin, nous a aussi parlé de certaines des études qui ont été menées par le passé. Le rapport Wilson, commandé par le gouvernement Martin, qui est remis au gouvernement Harper au beau milieu de la crise financière, ce qui explique qu'il a été relégué aux oubliettes. Le rapport Jenkins, sur lequel Zenzenko s'est penché, il était mon sous-ministre lorsque j'occupais votre poste. Alors oui, les deux études ont fait ressortir les lacunes qui existent au Canada. Tout cela relève de votre responsabilité. Comment pensez-vous que nous allons accroître la concurrence dans certains secteurs clés de manière à favoriser l'innovation? Oui, la compétitivité est tout à fait essentielle pour créer un climat où les gens sont prêts à prendre des risques et où ils comprennent que pour réussir, il faut faire mieux que son concurrent ou que l'entreprise suivante. L'un des domaines sur lesquels nous sommes penchés est celui des accords commerciaux. Il y a l'accord économique et commercial global avec l'Europe. Il y a le PTP également. Il y a un secteur, une initiative qui n'a pas retenu beaucoup d'attention, mais c'est l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Il s'agit de voir comment notre réglementation fera en sorte qu'il sera plus facile aux entreprises d'être concurrentielles. Nous travaillons étroitement avec les provinces et les territoires à cette fin. Un accord en principe a été conclu. Les premiers ministres en ont parlé lors de leur dernière réunion. Et au cours des semaines et des mois qui suivent, nous nous attendons à ce que l'accord soit ratifié. Voilà un exemple très clair de la façon dont nous essayons au Canada de créer un milieu, un climat propice à la concurrence. Nous ne voulons pas nous retrouver dans le scénario suivant si nous avons un accord de libre-échange avec l'Europe, un scénario qui fera en sorte qu'une entreprise européenne aurait meilleur accès aux approvisionnements au Canada qu'une entreprise canadienne. Cet accord cadre avec nos efforts en vue d'harmoniser la réglementation et d'accroître la croissance des entreprises. Libre-échange au sein du Canada, quelle idée novatrice! Oui, cet accord de commerce intérieur est très important et nous voulons que cet accord soit ratifié avant l'accord avec l'Europe. Moi, j'ai commencé à parler de commerce infernal pour décrire le commerce intérieur. Alors, vous avez commencé par parler de la question des talents. Cette question a déjà été soulevée à plusieurs reprises ce matin à partir de divers angles, y compris celui de l'inclusivité des peuples autochtones. Quelle est l'issue de cette consultation? Il s'agit évidemment de mettre l'accent sur l'apprentissage continu. C'est une question d'investissement dans les ressources humaines. Si nous nous trompons, notre programme en matière d'innovation et de compétitivité ne va pas pouvoir être mis en œuvre. Il y a plusieurs défis auxquels nous sommes confrontés. Pour la première fois, il y a davantage de gens de 65 ans et plus au lieu de 15 ans et moins. Qu'est-ce qui ne va pas avec cela? Eh bien, pour maintenir un certain niveau de vie, il faut investir dans les gens et favoriser l'innovation. Moi, j'ai deux jeunes filles.
qui ont 8 ans et 6 ans, et l'importance du codage a été soulignée. Il s'agit d'une mission nationale. Le codage est tout aussi important que la lecture et les mathématiques. Et quel rôle le gouvernement fédéral peut-il jouer en collaboration avec les provinces et les territoires pour accroître les investissements dans le codage? Il y a tout un ensemble d'idées qui ont aussi été proposées. J'ai participé au sommet de Waterloo. Les Canadiens sont prononcés sur l'innovation. Comment mettre l'accent sur l'éducation coopérative ainsi que les stages? C'est important pour les Canadiens parce qu'ils vont s'intégrer à la population active et ils font aussi profiter leurs camarades de leur expérience. Bon, il y a aussi la question de la littératie informatique qui est très importante pour les entreprises. Voilà certains exemples qui sont liés à la question des talents. Mais il y a un autre aspect de la question dont on ne parle pas suffisamment, l'immigration. Oui, on dit qu'au Canada, la diversité fait notre force. Nous sommes très fiers du fait que la société soit multiculturelle. Bon, le fait qu'on ait commencé la discussion en parlant de la couleur de mon turban montre bien que cette discussion est maintenant possible. Or, il y a encore des réserves à l'égard de l'immigration. Lorsqu'on parle de l'immigration, on dit que l'on veut accroître le nombre d'immigrants parce que c'est bon pour l'économie, mais ça suscite une certaine opposition. On le voit dans les sondages et dans les discussions. Ce que le gouvernement doit faire, c'est expliquer mieux le fait que l'accroissement de l'immigration crée des emplois. Les gens disent les immigrants vont prendre nos emplois. C'est une discussion difficile, mais qui va certainement être productive. Il faut tirer parti des talents qui voudraient venir s'installer au Canada. Et ça doit faire partie de notre stratégie de groupe. Si nous investissons dans les talents, il faut ensuite leur permettre de mettre à l'essai des idées, de créer une entreprise, d'en assurer l'essor. Tout est lié. Cette approche pan-canadienne, pan-gouvernementale est aussi très importante. L'immigration revêt cependant beaucoup d'importance. J'ai besoin de votre aide et de l'aide des gens ici présents pour changer le cours de la discussion parce que je fais face à un certain défi au sein du gouvernement. Il y a certaines réserves. Peut-être que l'immigration va être vue de façon négative parce que le taux de chômage est encore assez élevé dans certaines parties du pays. Et comment expliquer ce qu'il en est aux Canadiens qui craignent de perdre leurs emplois? Alors, il ne faut pas simplement insister sur l'aspect social, mais l'aspect économique de l'immigration. Si nous admettons les jeunes talentueux et innovateurs, ils vont créer davantage d'emplois pour les Canadiens. Oui, et je pense qu'on peut donner des exemples qui l'illustrent. Prenons l'exemple de mon père. Mon père est arrivé au pays avec 7 $ en poche. Au début, évidemment, il a eu 3 emplois et puis il a créé une entreprise. Alors moi, j'ai vu par moi-même ce qui se passe lorsque les gens sont motivés et veulent devenir des entrepreneurs. Ils créent des possibilités pour eux-mêmes ainsi que pour d'autres Canadiens. Le président du Conseil des affaires du Canada, son père est venu de Hongrie avec 10 $ en poche, a créé une entreprise à partir de la maison, une entreprise qui est maintenant mondiale. C'est une histoire canadienne. Et vous, Tyler Matthews, ici à Ottawa, à Canada. Canada est vraiment le haut lieu de l'innovation dans ce pays. Il est venu comme immigrant partir du Royaume-Uni. On peut donner toutes sortes d'exemples. Ces exemples sont très nombreux. Oui, il faut s'en féliciter. Ça doit faire partie du discours. Lorsqu'on parle aux Canadiens, il faut leur expliquer qu'une politique en matière d'immigration est une bonne chose. Ça nous donne un avantage concurrentiel. Ça permet à la qualité de vie de se maintenir. Moi, je pense que mes filles vont être mieux loties que nous sommes. Attendez que vos filles soient adolescentes. Elles ne vont parler qu'en langage codé. Vous n'aurez pas à vous inquiéter du codage. Merci de ce conseil. Bon, avant d'accepter des questions de l'auditoire, je voudrais que nous parlions quelque peu de cette stratégie de grappe.
Bon, de façon tout à fait canadienne, nous avons eu tendance à utiliser l'approche que vous avez décrite comme étant le beurre d'arachide. Pas le beurre d'arachide croustillant, mais plutôt très mou. Bon, parce que, évidemment, on veut être juste à l'égard de tous. Bon, lorsque Victor l'a dit, l'économie canadienne, lorsqu'on regarde les chiffres d'ensemble, ressources naturelles, services financiers et immobiliers, c'est une grande partie de l'économie. Nous essayons de favoriser la création de nouvelles entreprises et d'exceller dans de nouveaux domaines. Comment, cependant, tirer parti de nos forces dans certains secteurs? Est-ce que la stratégie des grappes va en tenir compte? Oui, il faut évidemment partir des fondements solides sur lesquels s'appuie l'économie canadienne. Bon, dès qu'il y a une masse critique, c'est important. Il faut aussi songer aux technologies habilitantes, des technologies qu'on trouve dans tous les secteurs. Est-ce que ce sont les grandes données? Est-ce que c'est la technologie nano? Il y a vraiment beaucoup de possibilités qui vont aider divers secteurs. Comment créer un environnement pour tirer parti de ce potentiel? Il y a aussi les sciences de la vie, l'agriculture, l'aérospatiale, l'industrie automobile. Ce n'est pas au gouvernement de décider quoi que ce soit. Il faut cependant créer un environnement. On va choisir de 3 à 5 bonnes idées. On va créer un consortium et on va dire qui peut vraiment créer 2 entreprises qui vont établir un lien avec des secteurs clés, qui va mettre l'accent sur les technologies habilitantes et qui va proposer une idée. Et notre travail à nous, ce sera d'établir un lien entre l'infrastructure, la politique des avantages industriels, l'immigration et ensuite harmoniser tout cela. Voilà notre rôle. Notre rôle, ce n'est pas de favoriser une technologie par opposition à une autre. Bon, nous sommes prêts à investir des fonds et à répartir les ressources gouvernementales de façon intelligente. Et je pense que cela va se refléter dans la proposition que nous allons soumettre. Bon, moi, lorsque je demandais au ministère quels sont les principaux secteurs technologiques novateurs. Bon, ça remonte à il y a quelques années, mais c'était à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Et ensuite, on se dit, est-ce qu'il y a d'autres pays qui réfléchissent de la même façon que nous? Et quand on s'interrogeait sur les secteurs, on voyait bien que tous les pays s'intéressent au même secteur. Oui, il faut se trouver un créneau bien particulier. Prenons la nanotechnologie. Il y a d'autres pays comme le Japon, les États-Unis qui ont pris les devants. Mais peut-être qu'il y a un secteur en particulier où nous pouvons exceller. La même chose pour ce qui est des techniques quantiques. Il y a un ordinateur en Colombie-Britannique où l'on essaie de tirer parti de cet avantage-là. Il faut songer, il faut réfléchir de façon très stratégique, parce que vous avez raison. Comment se distinguer d'autres pays? Qu'est-ce que nous avons d'autre à ajouter et qu'est-ce qui va favoriser une croissance soutenue? Nous avons 35 millions d'habitants. C'est pas toujours facile de faire concurrence avec les États-Unis ou l'Inde pour ce qui est du financement, par exemple. Marc, nous sommes prêts à accepter certaines questions. Bon, je vous remercie au nom de tout l'auditoire. Il est rare que nous ayons l'occasion de poursuivre la discussion de cette façon. Alors, je vous invite à vous diriger vers un micro. Et moi, je vais aussi poser une question qui provient des questions posées sur Twitter. Le gouvernement a-t-il les bons outils de stratégie pour promouvoir l'innovation compte tenu des objectifs que vous vous fixez aujourd'hui? Le gouvernement a consenti d'importants investissements
dans l'atteinte de nouveaux résultats. Est-ce que vous avez les outils voulus pour atteindre ces objectifs en matière d'innovation? Le ministre des Finances est ici présent, mais je dirais qu'on cherche toujours de nouveaux outils pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est une discussion que nous avons eue avec les Canadiens. Nous allons soumettre des propositions au cabinet. Espérons qu'elles se reflèteront dans le prochain budget. Nous disposons de plusieurs outils. Prenez l'exemple du dernier budget. Nous avons réservé 2 millions de dollars pour des investissements stratégiques dans les établissements postsecondaires. 4 milliards de dollars avec les provinces et les territoires. Et cela nous a permis de créer l'infrastructure dont nous avions besoin. Un investissement de 920 millions de dollars en infrastructure et aussi en recherche. Et encore une fois, nous avons choisi 13 domaines. Bon, ce n'est pas l'approche du beurre d'arachide. Nous avons aussi proposé une initiative de 500 millions de dollars pour accroître l'accès à l'Internet haute vitesse. Nous avons investi également dans l'Agence spatiale canadienne. Bon, c'est une question qu'on devrait poser à John également. Moi, je vais faire face aux mêmes défis. Eh bien, nous pouvons avoir toutes les stratégies, toutes les politiques, tous les programmes que nous voulons, mais l'important, à mon sens, c'est la mise en œuvre. Comment mettre en œuvre tout cela et comment mesurer les résultats. Il y a un grand défi lorsque tous les ministères sont en cause, comment les faire participer de façon importante. Alors, moi, je pense que c'est un domaine sur lequel on doit mettre l'accent. Il ne s'agit pas simplement d'adopter les bonnes politiques et les bons programmes, mais la mise en œuvre est très importante. Je pense que c'est précisément le clou sur lequel il faut marteler. Lorsqu'on parle d'innovation dans l'économie canadienne, il n'y a pas que les instances publiques qui soient impliquées, même si le gouvernement a un rôle à jouer. Mais si l'on veut véritablement penser innovation, il s'agit de savoir si l'on n'est pas en train de créer des obstacles à l'innovation d'un côté, alors que par ailleurs, où on dit, allez, il faut rendre sa capacité d'innovation au Canada, avec la casquette rouge. Donc, est-ce qu'une stratégie fiscale qui récompense les petites entreprises, est-ce que c'est une bonne stratégie de croissance? Parce que dès que les petites entreprises qui démarrent ont besoin de financement et donc perdent la capacité de remboursement de certaines dépenses, est-ce que ce n'est pas un obstacle à l'innovation? Par ailleurs, si l'on est lancé dans une stratégie de forte croissance, je ne parle pas de 100 000 immigrants qui arrivent au Canada, mais quand même de telle ou telle entreprise qui a besoin de tel talent spécifique et de l'appui de nouveaux immigrants qui possèdent ce genre de talent, non pas l'année prochaine, mais dans les meilleurs délais. Lorsque je réfléchis à mon époque, et celle où j'avais les responsabilités que vous avez aujourd'hui, je vous dirais que les choses se déroulent à un rythme qui est 10, 20 fois plus rapide que celui que moi je connaissais. Alors, bien sûr, le monde ne va pas attendre que le Canada se mette au goût du jour. C'est à nous d'accélérer le rythme et d'essayer d'apprécier ce que nous faisons en fonction des résultats à obtenir rapidement. Bien, nous avons 3 questions avant d'arriver à la fin du temps imparti. Micro 1, 2 et 3, veuillez décrire votre identité et à qui s'adresse votre question. Bob Masterson, de l'Association de l'industrie du Canada. Monsieur Baines, on dit que l'on veut passer à 2%, à plus de 2%. Et notre industrie
Celle du secteur chimique est en croissance plus rapide que 2%. Et pour le secteur énergétique, il y a eu 3 milliards de dollars d'investissement dans le secteur chimique américain. Le Canada, le secteur chimique a attiré 10% des investissements. Donc nous avons une grosse difficulté pour ce qui est d'attirer des capitaux. Que va faire le gouvernement pour nous aider? Nous en avons parlé ce matin. Il faut que nous parvenions à attirer le capital à l'échelle mondiale. Que va faire le gouvernement pour attirer les capitaux mondiaux? Oui, merci. Le Premier ministre mène la charge dans ce domaine-là et je peux vous dire que nous sommes en train de réviser la loi sur l'investissement au Canada de manière à signaler au monde entier que nous sommes prêts à faire des affaires avec tout le monde dans le secteur chimique, mais pas seulement. Et nous renforçons les programmes gouvernementaux de manière à revoir les modalités d'investissement, de manière à attirer les investisseurs au Canada. Et donc, nous voulons d'ailleurs nous intéresser non seulement à tel ou tel secteur en particulier, mais à l'ensemble de l'économie, à avoir une démarche globale. Et donc, ce sont les programmes gouvernementaux et les occasions d'investissement, parce que nous voulons canaliser l'investissement vers la recherche et le développement en particulier. Nous voulons que les sièges des entreprises soient chez nous. Nous voulons avoir les meilleurs talents de manière à avoir des emplois de qualité et nous voulons que la recherche et le développement se passent dans le pays. Donc, comment investir de la bonne façon? C'est essentiel pour notre croissance. Ici Kelly Johnson de l'ITAC et je suis très heureuse de voir que le dialogue se poursuit avec le Mexique et j'en suis heureuse. Ma question concerne une observation de M. Jenkins concernant l'importance d'avoir des entreprises mises à échelle ou de grande taille. Les différentes instances ont beaucoup fait pour investir et promouvoir l'innovation basée sur la collaboration. Et donc, ma question, c'est celle de savoir dans quel domaine est-ce que le Canada va investir. Et alors, est-ce que j'ai bien compris? Vous demandez dans quel domaine nous allons insister pour ce qui est sur l'innovation basée sur la collaboration. Oui, effectivement, mais c'est la culture de notre gouvernement. Regardez ce que fait le Premier ministre, notamment dans la collaboration avec nos homologues provinciaux et territoriaux, la façon dont nous collaborons avec la société civile et le milieu académique. Bon, le gouvernement a un rôle à jouer, mais cela n'est qu'une fraction de l'action générale de la société à entreprendre. Donc, à nous de déterminer comment nous pouvons être le catalyseur, comment nous pouvons offrir la tribune pour la consultation. Nous voulons privilégier les réseaux, nous voulons privilégier les regroupements, donc les grappes d'entreprises. Comment faire pour impliquer davantage les femmes, les nouveaux arrivants, la société civile sont des choses qui n'ont pas été intégrées à l'agenda d'innovation par le passé parce qu'on parlait surtout de productivité et de compétitivité. Maintenant, nous voyons comment essayer de résoudre des problèmes plus larges tels que le vieillissement de la population. Et nous nous demandons si au Canada, nous pouvons avoir un organisme responsable de faire intervenir le volet changement climatique dans toutes les initiatives des instances publiques, la prise en compte de l'écologie et également nous voulons mettre l'accent sur les solutions dans ce domaine. Est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose de concret pour promouvoir ces alliances au sein du secteur privé? Ce serait une bonne chose. Je crois que le gouvernement en profiterait lui aussi. Et c'est un domaine dans lequel il est particulièrement...